Bonjour, bonjour Daniel Piccoli. Bonjour. J'ai pas été voir sur Wikipédia parce qu'on dit beaucoup de choses fausses, mais j'ai essayé de rassembler un petit peu tous les métiers que vous avez faits dans votre vie et toutes les passions qui vous ont fait sortir des métiers. Eh bien, je vais vous dire, c'est très compliqué. Parce que, comme l'intitulé de cette rencontre, c'était « De l'enseignant à l'écrivain », mais vous avez été acteur, puisque vous avez adapté un de vos textes, La faute d'orthographe, dont nous parlerons au théâtre. Alors, vous avez joué 200 fois, je crois. Vous avez été animateur de télévision. Tout le monde se souvient de Café Piccoli, avec des épisodes un peu variés, mais vous nous parlerez si le milieu de la télévision est plus sympathique que le milieu de l'édition. Vous avez été enseignant, vous avez été cancre à l'école, et puis après, très fort, très doué. Vous adorez le football, vous adorez les femmes, vous adorez la famille. Enfin, tout ça, c'est quand même très riche et très compliqué. Et j'ai dû oublier quelque chose qui va vous choquer, que vous pourriez peut-être rétablir. C'est étrange de se voir énumérer comme ça ses passions et de mettre les femmes au milieu, comme ça on ne sait jamais, voilà. Oui, non, mais c'est un itinéraire, parce que l'idée est un peu de dire et de montrer, ou même de rassurer, puisque effectivement l'intitulé de cancre étant en général accolé à ma situation, parce que c'est vrai tout simplement que j'étais un cancre en école primaire, mais à l'époque des cancres rêveurs, c'est-à-dire ceux qu'on vous laissait passer de classe en classe en se disant comme ça on s'en débarrasse plus vite, enfin je suppose, c'était la stratégie scolaire de l'époque et dont j'ai bénéficié puisque j'ai jamais eu le plaisir de redoubler, et donc j'ai été effectivement cancre en primaire. J'ai raconté ça beaucoup dans le champ de personnes, et surtout c'est effectivement toutes ces passions dont vous parlez, tout ça c'est des accidents, c'est des hasards. En fait, tout ce que je suis devenu, que ce soit même professeur, que ce soit écrivain ou que ce soit animateur, ou même jouer sur scène, tout ça c'est des hasards. Moi je me suis fait virer de tous mes rêves, même de tous mes premiers rêves. C'est-à-dire que moi quand j'étais enfant, bon, à part vouloir être champion du monde de football, ce qui ça, je le suis encore, toujours, je peux. Ça pose aucun problème. Je voulais donc être champion du monde de football, et un petit peu plus tard, je voulais, puisque j'écrivais depuis toujours, hein, moi j'ai écrit depuis que je suis gamin, parce que je suis d'une famille un peu nombreuse, enfin je suis 11e d'une famille de 13. Ma maman a eu 13 enfants, ce qui fait que j'ai un goût pour la multiplicité des activités, du fait de ma mère. Je me suis toujours dit, je devrais espérer avoir dans une vie autant d'activités que ma mère a eu de gosses. Donc j'en suis pas loin, mais j'ai du boulot encore. J'ai encore du boulot. Vous avez autant d'imaginaire que votre mère. Hein. Oui, parce que ma maman était justement, c'est la grande romancière de la famille, et dans tous mes livres, c'est ce que j'honore. Paulette. Ouais, Paulette. Moi, je suis d'origine. Mon père est tarbais et ma mère morvandiote. Alors, quand vous dites ça avec la tête que j'ai, ça fait un petit peu particulier. Je suis un Français moyen, mais c'est moyen quand même comme exemple. Effectivement, mon père est né à Tarbes, mais je suis d'origine martiniquaise. Donc, j'ai cette petite teinte que je promène avec moi. Mais ce qui est tout à fait étrange, c'est que ma mère est tellement romanesque qu'elle a fait que des enfants blancs, avec des yeux bleus. Oui, voilà. C'est-à-dire que sur 13, il y en a 12 avec les yeux bleus, et moi. Et c'est absolument... Et d'ailleurs quand mes petites sœurs, qui ont des yeux absolument magnifiques, et mon frère qui ressemble à Steve McQueen, absolument, vous verriez mon frère à côté de moi, c'est Steve McQueen. Et si bien que mes sœurs disent, mais pourquoi on n'a pas des yeux bleus, des yeux marrons comme Daniel, alors qu'elles ont les plus beaux yeux du monde. Et cette famille multiple comme ça, cette mère morvandiote et ce père tarbais, et comme je suis d'origine antillaise et que je fais beaucoup de jazz, que je parle beaucoup, on croit que j'ai une espèce de facon d'antillaise, alors que mon père, il disait rien. Mon père, c'était une espèce de monolithe de silence. Il était chaudronnier Air France. C'est-à-dire, il tapait sur la tôle pendant 10 heures chaque jour, parce qu'il faisait des heures supplémentaires, parce que pour nourrir toutes ces mouettes à la maison, il fallait quand même travailler beaucoup. Et heures supplémentaires est un des termes que j'ai le plus entendu quand j'étais gamin. Et cet homme, quand il rentrait à la maison, il était mort de fatigue, quoi. Il restait au bout de la table, comme ça. C'était un bloc. Bref, il parlait pas. Et il avait ce droit absolument insensé que j'ai jamais pu exercer, c'est qu'il avait le droit de lire à table. Il avait le droit de lire. Moi, je croyais que quand on était grand, on avait le droit de lire à table. C'était un de mes objectifs un jour, et particulièrement de lire des livres policiers, parce qu'il lisait des romans policiers. Alors, qui parlait à table ? Maman.
Maman. Et en fait, maman parlait hors de la table et on nous laissait la parole. C'est une famille comme ça où moi, j'ai jamais entendu la formule les petits, taisez-vous, laissez les grands parler. Ça n'existait pas. Et ça n'a jamais existé chez moi. Le plus dur, c'était de prendre la parole. Parce qu'il y en avait quand même une tripotée autour de la table avec du caractère et tout le monde voulait un peu raconter sa vie, sauf le père. Lui, il restait au fond, il lisait son roman policier, série noire, il lisait des séries noires. Et là, il se produisait un miracle qui est quasiment à l'origine de ma vocation, inconsciemment. C'est que mon père arrivait, mais mort de fatigue, et mon père avait une caractéristique que j'ai un peu gardée quand j'essaie d'entretenir, qu'il y avait des rides sur le front. Il y a des rides assez creusées parce qu'il avait toujours le regard un peu tendu comme ça. Et au fur et à mesure que mon père lisait, je le regardais à table et je voyais son visage se dérider. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'essayais de comprendre cette espèce de mystère incroyable qu'il y avait quelqu'un qui écrivait des histoires qui déridaient le front de mon père. Et je trouvais ça absolument miraculeux. Et moi, quand j'étais gamin, vraiment, quand j'étais gamin, je disais, moi, plus tard, ce que je veux faire, c'est dérideur de front, comme job. Je trouvais que c'était le plus beau métier du monde, celui qui consiste à écrire des histoires et les gens sont dedans et un peu oublient la fatigue du jour, les soucis, les ennuis. Voilà, moi, je crois que ma vocation est née là, dans cette espèce de paisibilité que mon père a acquérait au fur et à mesure de la lecture, au fond. Et pendant ce temps-là, ça vivait à la maison et ma mère, effectivement, racontait notre famille. Et moi, je suis un fils de héros. Et c'est ce que je raconte partout. Ma mère racontait mon père comme étant le gars qui avait gagné la guerre de 39-40 à lui tout seul. Bon. Mon grand-père avait gagné la guerre de 14 à lui tout seul. Voilà. Et quand j'osais poser une question du genre, mais quand même, dans les livres d'histoire, on n'en parle pas. Ma mère avait cette réponse simple, c'est normal, ils étaient noirs. Je dis, oui, d'accord. Et tu apprendras plus tard qu'il y a eu un blanchiment de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que les Noirs ont disparu de l'histoire. Donc, moi, je trouvais ça tout à fait normal. Donc, c'était très simple. J'étais le fils d'un héros, petit-fils de héros, victime d'une injustice historique, à savoir que personne n'était dans les livres d'histoire alors qu'ils auraient dû y être. Et tout ça parce qu'on était noirs. Enfin, noirs. Moi et mon père, les autres n'étaient pas concernés, mais enfin voilà. Donc c'est vraiment ce qui m'a constitué, et puis ce miracle de la lecture et ce miracle de la façon d'être apaisé par la lecture. Et ma mère, donc qui racontait beaucoup, m'a donné aussi, et mon père m'ont donné aussi un sens romanesque. C'est-à-dire, c'est des gens, nous on n'avait rien, hein, la maison qui était grande comme l'estrade, là, avec tous ces mômes partout, les chats, le chien et tout ça. Et il n'y avait pas grand-chose à manger, même si mon père travaillait beaucoup, tout ça. Bon, s'il y avait un dieu quand même, c'est les gars qui apportaient les allocations familiales. Ah bah ouais, parce que quand vous êtes 13, celui-là, on l'assoit, on lui sert un verre, on lui prépare une petite tarte, tout ça. Chaque mois, il était soigné, ce garçon-là. Hein. C'était à l'époque, on pouvait les gens qui venaient payer les allocations familiales avaient leur sacoche avec l'argent à l'intérieur. Vous imaginez aujourd'hui. Et le gars posait des billets, d'ailleurs, qui ressemblaient plus à des affiches, parce qu'à cette époque-là, les billets étaient très très grands. Sur la table, on avait l'impression qu'on était en train de gagner le loto chaque mois, quoi. C'était un truc absolument sidérant. Et donc, vous aviez la mère qui le racontait. Et bon, bien sûr, c'était pas toujours formidable ce qu'il y avait à la maison, mais moi j'ai eu une chance terrible, j'ai des parents qui étaient des menteurs. Mais vraiment des menteurs, c'était des menteurs. C'est-à-dire que mes parents ont eu cette chance formidable, et ils n'ont pas lu « J'élève mon enfant ». Page 54, il faut toujours lui dire la vérité. Non, mes parents n'ont pas lu ça. Et dans Le Chant de personne, j'honore ça dès le début, dans la première scène, parce qu'il y a une scène qui s'appelle « La griffe du tigre ». Et qui est l'histoire de ce petit gamin qui se lève un petit peu en sursaut parce qu'il a fait un cauchemar et qui va donc voir des choses qu'il ne devrait pas voir, parce qu'on n'avait jamais le droit de voir mon père partir au travail. On devait seulement sortir du lit quand il était parti travailler à l'usine. Et donc moi je vois ça, et je vois dans le dos de mon père une cicatrice, une énorme cicatrice comme ça, qui fait le tour de l'omoplate. C'est la première fois que je voyais... c'était une maison très très pudique, on se montrait pas. C'est la première fois que je voyais mon père avec le corps blessé comme ça. Et bien sûr, ça me saisit. Et mon père voit bien que j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir et que ça m'a secoué. Et mon père, là, il a deux solutions qui me font deux vies différentes. Mais vraiment, mon père a lu « J'élève mon enfant » page 54, il faut toujours lui dire la vérité. Donc il me dit la vérité.
bêtement. Bah oui, c'est marqué, page 54. Donc il me dit la vérité. Et il me dit quoi? Bah, il me dit qu'il a une pleurésie, qu'il s'est transformé en pneumonie, qu'il a été mal soigné, donc il a dû être opéré, on l'a ouvert le poumon, on lui en a retiré un, on a mis des billes de plastique à la place, ça s'appelle un pneumothorax à billes, et il a dû aller en sanatorium pendant presque un an, et c'est pour ça, autour de ma naissance, que je l'ai pas vu. Voilà. Donc il me raconte ça, donc là, ce genre traumatisme, et il me prépare pour 10 ans d'analyse à 100 € la séance. Cher. Ça fait cher. Papa, c'est bien beau de dire la vérité, mais ça fait cher. Bon. Lui, il n'a pas lu. Il n'a pas lu, j'élève mon enfant, et il me dit tout simplement, quand il me regarde, ça, c'est une griffe de tigre. Oh, une griffe de tigre, c'est-à-dire que moi j'étais instantanément le fils du gars qui avait chassé avec le Maharaja de Bourou à dos d'éléphant le tigre je ne sais où. Donc j'ai raconté ça à mes copains toute la journée. Moi j'ai été un héros, un dieu, un gars qui avait un père extraordinaire. Et quand j'y repense, peut-être mon père a comment dirais-je, hésiter une fraction de seconde avant de me dire la vérité. Peut-être que quand il m'a regardé, il se dit, bon, Daniel est peut-être assez grand pour savoir la vérité maintenant, et je vais lui dire. Et je suis toujours très heureux de ne pas avoir eu sur le visage cette espèce de maturité un peu précoce qu'on présuppose aux enfants quand on a envie absolument de leur dire des vérités qui ne sont pas de leur âge. Et ça, on est tous concernés puisqu'on est tous ou parents ou anciens enfants, quoi. Voilà. Donc je vénère ce sens qui fait qu'on comprend que la vérité, elle a des dates de fraîcheur, hein, qu'on peut la dire à certains moments et qu'à d'autres moments, elle peut être mortelle. Et ça, c'est intolérant. Ça, Daniel, en parcourant toute votre œuvre, jusqu'au dernier livre, Le cri muet de l'igoine, c'est quelque chose qui traverse tous vos textes. C'est qu'on se dit, où est le vrai? Où est le romanesque? Où est l'imaginaire? Est-ce qu'il n'en rajoute pas un peu trop? Et j'ai pensé à vous il y a 3 jours. J'ai regardé le film de Claude Berry, Le vieil homme et l'enfant. Et j'aurais adoré avoir Michel Simon comme grand-père. Et je suis sûr que vous vous êtes construit des personnages comme Michel Simon tout au long de votre vie. Parce que dans la faute d'orthographe dont on va parler tout de suite, vous dites c'est avec les menteurs qu'on apprend le mieux à raconter des histoires. Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, on est une époque où les choses sont un peu vérifiées. C'est-à-dire que le romancier se déclare comme menteur. C'est marqué sur la couverture. Roman, ça veut dire menteur. Voilà. Il y a les essais, il y a tout ça, il y a les récits, tout ça, c'est de la vérité. Il y a l'histoire, ça, c'est de la vérité dure et pure. Le romancier lui dit qu'on ment, donc vous exercez sur lui votre esprit critique. Vous dites, puisqu'il est menteur, je vais trouver où il a menti. Donc vous cherchez, vous me posez des questions, vous dites, mais ça quand même, M. Picouli, vous exagérez, ou ça quand même, c'est pas vrai. En plus, j'écris des livres d'histoire. J'ai les 12 dernières heures de Marie-Antoinette, Le Chevalier de Saint-Georges, Bonaparte, enfin des choses qui sont ancrées dans l'histoire, vérifiables. Et je suis absolument imprenable sur l'histoire. Personne n'a jamais pu me démontrer qu'il y avait un élément ou un personnage dont je parlais qui n'existait pas quand je le prétendais historique. Parce que je fais très attention. Il y a quelqu'un que vous connaissez bien, parce que alors, c'est la plus grosse hypocrisie, c'est que je le vous vois, je le connais depuis 20 ans. Enfin bref, façon. Ça, je vous dis ça entre nous. Voilà. C'est Rambaud, quand il a eu le prix Goncourt pour la bataille. Il m'a dit, tu peux pas imaginer le nombre de lettres que j'ai reçues me disant, monsieur, page 76, vous dites que le revers du 24e hussard était bleu. Monsieur, il était rouge. Vous êtes un nul. Crac. 50 fois. Alors, je ne vous parle pas des pattes et des jambes du cheval. Là, il a reçu des lettres de partout parce qu'il avait 10 pattes au lieu de jambes et tout ça. Donc, il y a des gens, vous n'arrivez même pas à l'imaginer, qui vous guettent avec une plume et qui vont vous lire en ne cherchant que les endroits où vous êtes censément pris dans le tapis. Alors, donc il faut se méfier. Daniel, vous n'avez pas dû vous faire des amis aux Antilles, parce que dans un dernier entretien, vous dites les Antilles vivent plus sur la mythologie que sur l'histoire. Bien sûr.
bien sûr. T'es content d'entendre ça quand même. Oui, mais je suis pas là pour me faire des potes. Parce que c'est ce que je disais. Non, mais c'est ce que je disais à mes élèves quand j'étais prof. Quand on enseigne, on n'est pas là pour avoir le prix de camaraderie. On est là pour que vous réussissiez vos études et que vous ayez vos examens. Et quand on écrit, on n'est pas là pour avoir le prix de camaraderie. On est là aussi pour faire en sorte que ce que vous écrivez puisse faire réfléchir. Pourquoi je parle de mythologie? La mythologie antillaise, ce sur quoi s'appuie l'histoire antillaise ou une réalité antillaise aujourd'hui, c'est l'esclavage. L'esclavage, c'est extrêmement important, c'est quelque chose de fondamental et de fondateur. Mais il n'y a pas que ça dans l'histoire des Antilles. Et les Antilles, leur histoire ne commence pas. C'est-à-dire que, par exemple, on a complètement oublié que pour faire de la place aux Antilles, on a dû massacrer tous les Indiens Arawaks qui étaient là-bas, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, je pensais que les Martiniquais, c'était leur île. La Martinique, on venait de là, quoi. On venait de là. Bon, on a fait un petit tour par l'Afrique et tout ça, mais on venait de là, qui était à nous, puis c'était une sorte d'île vierge sur laquelle on s'était installé. Et non. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et dans mon livre, dans le dernier, même, je raconte le rôle fondateur et colonisateur, bien évidemment, de tous ces marins bretons qui sont venus s'installer dans les Antilles après avoir fait la course, les pirates des Caraïbes. C'est-à-dire que des tas de gens qui sont à l'origine des plantations et qui ont fait venir des esclaves, et c'est la réalité, sont d'anciens pirates bretons venus bourlinguer, filibuster bon. Ça n'a rien à voir avec autre chose que l'histoire. Et la mythologie serait de faire des Antilles simplement ou des Antillais simplement un peuple victime de l'esclavage. Avec ça, pour moi, on ne va pas très loin. Pourquoi? Parce que tout simplement, en matière romanesque, et les livres que j'écris sont même plutôt singuliers par rapport à la littérature antillaise, que je connais bien, parce que je reçois dans mes émissions des auteurs antillais, sont absorbés. L'essentiel de l'énergie romanesque est absorbé presque par deux figures qui sont l'esclavage ou Aimé Césaire, qui c'est extrêmement important. Mais ce qui est important dans des figures comme celle-là et dans des thèmes comme ceux-là, c'est leur capacité à nourrir le présent, à nourrir l'imaginaire et à donner des écrivains d'aujourd'hui. Moi, j'ai du mal aujourd'hui à trouver un romancier de 20-25 ans des Antilles qui traite la littérature ou l'époque à travers le roman. J'ai du mal. Parce qu'il y a des sujets qui sont comme ce qu'on appelle des grands bagnants. Les grands bagnants, ce sont ces arbres formidables et beaux sous lesquels il ne pousse rien. Et il est des sujets comme des figures, des grandes figures, sous lesquelles il ne pousse rien. Ils ne poussent rien parce qu'elles n'ont pas aussi cette volonté de lire. La Martinique, c'est très petit. C'est très petit. Et quand on est un notable, ou quand même on est une personnalité, eh bien, curieusement, un petit peu comme à l'échelle microscopique de notre société, les anciens n'ont pas tellement envie de laisser leur place aux jeunes qui viennent là, leur mordre un petit peu les mollets ou essayer de trouver une place. C'est la réalité, mais c'est une réalité mécanique qui existe partout. Là-bas, elle est particulièrement cinglante parce que, justement, c'est très, très visible. J'ai, depuis quelques années, du mal à trouver des auteurs, que ce soit des jeunes femmes ou des jeunes hommes, qui écrivent. Donc, c'est tout. Voilà. Donc, c'est ça qui me dépite. Ça va très vite. Puis, comme on a démarré avec un peu de retard, on pourra peut-être terminer, Monsieur Maurice, avec un peu de retard. Vous connaissez le quart d'heure de retard, je crois, en plus. Daniel Pénac. Oui. Comment s'est passée cette histoire? Parce que vous avez eu un succès mais énorme dès vos premiers textes. Hein. Ouais. On est en 95, Chant de personne, et là, émission de télévision à l'appui. Je pense qu'il y avait dû y avoir apostrophe ou des choses comme ça. Non, c'était la marche du siècle. Bon, marche du siècle. Alors, comment s'est passé l'envoi du manuscrit et comment il a été reçu? Alors, d'abord, comment je connais Daniel? Daniel, c'est un type qu'il faut lire, c'est un type justement généreux. C'est le contraire d'un grand bagnant. Daniel adore faire pousser des choses sous lui, à côté de lui, près de lui, ou grâce à lui ou à cause de lui. Donc ça, c'est pour moi, c'est une des fonctions que doit avoir quelqu'un qui s'inscrit ou en littérature, en art, en quoi que ce soit, ou même qui est enseignant. C'est cette capacité à entraîner, à aider, à utiliser sa position pour aider les autres. Et Daniel est en ce sens-là strictement exemplaire. Et Daniel, c'est un pote depuis longtemps, depuis bien avant le Chant de personne, que j'ai connu. J'étais prof, et moi j'écrivais des romans, mais plutôt des romans policiers même
assez durs. Mais En série noire, d'ailleurs. Oui, qui sont sortis après en série noire, mais qui ne sortaient pas. C'est-à-dire, c'est des manuscrits que je donnais à des copains à lire comme ça. J'ai pas l'idée qu'on pouvait pas, c'est pas l'idée qu'on pouvait être édité, mais c'était pas quelque chose qui me travaillait très curieusement. J'écrivais pour moi, pour partager comme ça. Et donc, j'avais donné un jour mon manuscrit à mon surgé, en général de l'époque, qui est un gars que je connaissais bien et que j'aimais bien. Il l'a lu. Alors, il m'a reçu dans son bureau un peu dépité, avec cette formule que j'adore. Monsieur Picouli, comment un être aussi solaire que vous peut écrire des choses aussi noires? J'ai adoré la formule. Et il me dit, bon, je vois bien qu'il y a quelque chose, mais moi, j'y connais rien. J'ai un copain, il écrit des livres policiers, même il est en série noire. Il s'appelle Daniel Pinacoli, vous ne le connaissez pas très bien à l'époque. Et donc, il lui a passé mon texte. Et par retour, instantanément, mon pote surgé est venu me voir, il m'a dit, il y a Daniel qui voudrait être rencontré, parce qu'il voudrait voir le cinglé qui a écrit ça. Texto. Le cinglé qui a écrit ça. Et ce livre, ça s'appelle La lumière des fous, et c'est paru aux éditions du Rocher, parce que Daniel, bien sûr, tout de suite l'a emporté à la série noire, où c'était Soula qui était le président. À la série noire, le comité de lecture a dit, et c'est texto aussi, c'est vrai, trop noir pour la noire. J'ai adoré ça aussi comme formule. Donc, j'avais une question, Daniel. Dans votre œuvre, vous êtes cerné par la négritude. Il y a des clins d'œil en permanence. Oui, mais parce que je suis fondamentalement un métis, et fondamentalement, j'ai une maman blanche, un papa noir, et il y a pas de... Moi, j'ai les deux teintes, je me balade avec, et je ne souhaite en privilégier aucune et en négliger aucune. Donc là, en ce qui concerne la série noire, pourquoi je voulais la série noire? Parce que mon père... les gars qui ont déridé le front de mon père, c'est les Carter Brand, c'est des Chester Himes, c'est des James Hadley Chase. J'ai su après quels étaient les noms de ces gars-là. Et moi, le jour où je suis entré dans la série noire, j'ai dédié mon premier livre, il s'appelle Nec, à mon vieux pour lire à table. Parce que c'était ça. Et bien sûr, il était décédé depuis très longtemps. Lui, il est parti à 50 ans. Hein. On ne peut pas bosser comme un fou, nourrir 13 gosses et puis faire centenaire comme ça sur une jambe. Donc, il est parti très tôt, il ne l'a jamais vu. Bien que j'ai un rapport avec eux, on discute beaucoup d'ailleurs. Et sûrement ma mère doit encore dire, Daniel, tu fais trop de gestes. Oui, maman, c'est vrai, mais bon, voilà. Tu parles trop avec les mains. Oui, tu parles trop avec les mains, ou tu aurais pu au moins mettre une cravate. Bon, ça, c'est ma mère. On a un rapport comme ça. Je sais ce qu'elle va me dire, donc ça va, c'est tranquille. Je l'apaise. Bon, donc, Pénac et le manuscrit. Et alors, Pénac, une fois que le chant de personne, une fois que j'ai écrit ces livres de série noire, il se passe il y a un personnage entre Pénac et la parution, c'est Françoise Verny. Françoise Verny, c'est un monument de l'édition française. Énorme. 120 kilos. Voilà. 120 kilos d'intelligence, de finesse et de whisky. Parce que moi, la première fois que... moi, j'étais même, d'ailleurs, c'est très étonnant, parce que j'étais dans un restaurant avec Pénac, les amis, tout ça, un restaurant chinois de Belleville, et je décroche le téléphone, et puis c'est quelqu'un qui me dit, mais c'est Françoise Verny qui veut te parler. Alors, je prends le téléphone, je crois que c'est une blague, hein, je me dis, c'est une blague de Pénac ou de Pénac-Wista, enfin, toute cette bande-là, voilà, qui me fait une blague, j'entends... Allô, chérie, faut que je te parle. Enfin, c'est cette voix-là, hein, c'est une espèce de voix de programme. Vous sentez que le whisky est passé à flot sur ses cordes vocales. Hein, vous sentez bien ça. Et bon, les autres me disent, bah non, tu vas pas aller chez elle, tu vas te sauter dessus, tu vas des bêtises d'éditeurs et tout. J'y vais. Je vais chez elle et je suis reçu sur un mode que beaucoup d'auteurs peuvent raconter. Elle à sa table, bouteille de whisky devant elle. Johnny Walker, et pour l'inviter, champagne. Une bouteille de champagne. Voilà. Donc on commence à discuter et on commence à boire, parce qu'il faut quand même suivre un petit peu quoi, le truc. Et vous avez devant vous quelqu'un qui est absolument extraordinaire, vous lui dites tous vos projets, et cette femme, elle a une fenêtre de lucidité. C'est la fenêtre de lucidité, c'est comme un peu, vous disiez, il y a des fenêtres pour lancer des satellites. Et là, vous avez une fenêtre de lucidité pendant laquelle elle est absolument somptueuse, extraordinaire, aiguë, vous dit tout en quelques minutes, tout de ce que vous devrez faire, de la façon dont vous devrez écrire, dans ce qui ressemblera le plus à vous. C'est sidérant. Après, boum, elle tombe.
Parce qu'après, elle, pendant ce temps-là, elle boit, hein, donc elle tombe. Donc quand je lui ai raconté les différents projets que j'ai, parce que moi j'ai toujours, et encore aujourd'hui, des dizaines de projets en cours, toujours. Moi j'hésite toujours entre 2-3 romans quand j'en ai terminé un ou j'en commence plusieurs. J'ai toujours été comme ça. Famille nombreuse, voilà. Et donc elle m'a dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu racontes tes histoires de jeunesse, parce qu'elle m'avait fait raconter ma vie. Donc j'écris Le Chant de personne. C'est elle qui l'édite, c'est elle qui le suit, c'est avec elle que j'ai des relations. C'est tout simplement extraordinaire. Et c'était un monde qui lui était complètement étranger. Complètement, oui, parce qu'elle a une autre éducation, elle a une autre culture, mais justement, ce qui est le propre de la culture, c'est de devenir un 4x4. Si vous êtes cultivé, vous devez être un 4x4. C'est-à-dire, la culture, ça permet d'aller partout. Si ça permet que d'aller là où vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas cultivé. Vous êtes simplement intelligent, vous avez une spécificité, mais vous n'êtes pas cultivé au sens de l'homme moderne, de l'homme idéal ou de l'homme universel, comme on a tenté d'en faire. La culture, c'est ça. Pour moi, c'est l'adaptabilité. Et cette femme pouvait parler avec un petit-fils de prolo comme elle pouvait parler avec des grands intellectuels de l'époque. Voilà. Ça, c'est ou boire avec eux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et dans l'édition, bien évidemment que c'est absolument nécessaire, puisque on reçoit des ouvrages de toute nature, de toute provenance et de toute qualité. Et il faut être capable de déceler dans ces genres-là ce qui a de l'avenir. Moi, elle m'a montré ça avec le doigt. Et puis quand Françoise Verny vous dit ça, vous êtes comme un gosse de 15 ans. Voilà, vous êtes là sur votre mobilette, et puis il y a votre amoureuse qui vous dit ouais, comme t'es beau, et vous y croyez. Et vous y croyez, c'est tout. C'est-à-dire que c'est ce que je disais beaucoup aux éditeurs. Il ne faut pas négliger, et bien sûr on vous parle du travail sur le texte, après on travaille le texte. Non, il ne faut pas négliger l'énergie amoureuse. C'est-à-dire que dans le métier d'écriture, il faut dégager une énergie amoureuse. Il faut à un moment donner la force, la volonté, l'envie à quelqu'un qui ne veut pas le faire, qui résiste pour des tas de raisons. Parce que écrire son enfance, c'est un enjeu extraordinaire. Vous pouvez écrire des polars autant que vous voulez. Moi, je peux écrire 1, 2, 10, 100 polars. Je crains rien. Je le rate ou je le réussis, mais je crains rien. Mais quand je raconte l'histoire de ma famille, qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je sais que je veux raconter depuis le début? Peut-être simplement un baiser, celui de mes parents quand mon père partait au travail. Quand j'étais gamin, je regardais ça en douce. Je regardais mon père et ma mère se dire au revoir sur le pas de la porte. Comme ça, sur le pas de la porte. Il était là, lui, il avait son plume il avait sa canadienne, son plume, et il se faisait un petit baiser, mais furtif, parce qu'extraordinairement pudique, que j'ai appelé un baiser de pigeon ramier, comme ça, tchac, comme ça, une fraction de seconde. Et en une fraction de seconde, vous savez une chose. 1, vous êtes le produit d'un amour. Ah, vous êtes le produit d'un amour, c'est de là il s'aime, de toute évidence. 2, il a son sac sur l'épaule, il va revenir ce soir. D'accord? Il reviendra. Et ça paraît basique, et non, mais quand vous êtes un enfant, que vous êtes certain que vos parents s'aiment et que votre père va revenir le soir, parce que certainement votre mère lui a fait un plat qu'elle a fait brûler, comme d'habitude, parce que ma mère faisait tout brûler, et j'ai longtemps cru que c'était une épice que ma mère rajoutait partout, puisque c'était une capacité à mettre cette odeur-là n'importe où, n'importe où. Ah oui, non mais complètement, complètement. Donc quand vous êtes ce produit-là, peut-être mon père avait une perversion et aimait le brûler, c'est pour ça qu'il rentrait, j'en sais rien, mais enfin bon. Mais en tout cas, quand vous êtes fabriqué de ça, un jour, vous savez que vous aurez à raconter ça. C'est-à-dire que vous aurez à raconter une des choses les plus fragiles, les plus difficiles et qui fuient sous la plume, c'est le bonheur, c'est la tendresse. La violence, franchement, la violence, c'est de la rigolade. Ici, vous voyez, si on faisait une masterclass d'écriture et qu'on se dise, voilà, on se prend 4 heures et on va faire un petit exercice d'écriture. Moi, je vous ferais faire un polar. Je vous ferais faire une nouvelle policière. Tout de suite, je vous poserai tout simplement la question. Bon, allez. Avec suspense. Et oui, non, mais suspense simplement. Je ferai appel à tout ce qu'il y a de pire en vous, tout simplement. Je vous dirais, allez, fermez les yeux, réfléchissez à la personne que vous aimez le moins au monde. Ça y est? Alors des fois, ça fourmille, hein, mais je vous demande de vous concentrer. Une. Après, on va la tuer. Là, déjà, vous fermez les yeux, vous en voyez moins, vous voyez bien qui ça va être. Et vous dites, bon, on va le tuer, mais alors de façon plutôt horrible. Hein. Faut pas que ce soit plaisant, quelque chose d'horrible. Pensez à quelque chose d'horrible. Alors là, tout de suite, les imaginations, ça part dans tous les sens, ça fume et tout. Et après, j'amodis les choses et je dis, ouais, mais quand même, il faut pas se faire prendre.
Donc, il faut développer une stratégie pour ne pas se faire prendre. Eh bien, écoutez, même si vous êtes venu et que vous dites dans les ateliers d'écriture, on dit « Oui, mais moi, monsieur, l'écriture, ouais, mais enfin, moi, j'ai pas d'imagination. Non, voilà. » C'est marrant, vous allez en avoir. Et je peux vous assurer qu'en 4 heures, vous en tuez un, et bien, et vous ne vous faites pas prendre. C'est sûr. Et ça, voilà, c'est pour ça que je vous dis, la violence, vous pouvez l'écrire, mais quand il va s'agir un jour d'écrire le sentiment que vous avez ressenti à l'égard de vos parents quand vous étiez petit, d'un moment précis de votre histoire qui peut être douloureux ou qui peut être tendre ou autre, eh bien, vous allez vous apercevoir que là, il faut de la paluche. Il faut beaucoup de travail. Et là, vous apprenez une chose fondamentale, c'est qu'écrire, ça s'apprend, que ça se travaille, et que curieusement, vous avez déjà appris ce travail, moi, en bricolant avec mon père. C'est-à-dire que je dis toujours, et c'est vrai, et je le dis dans la faute d'orthographe et ma langue maternelle, j'ai appris à écrire en bricolant avec mon père. Mon père, c'était un chaudronnier. Il avait, lui, la maîtrise de ce qu'il faisait. Il défroissait, il achetait à ma mère des voitures complètement pliées en deux, et puis il en faisait des carrosses, quoi. Bon, c'était sa qualité, son talent. Mais quand vous êtes gamin, vous regardez ça et vous savez bien que vous ne savez pas le faire. Lui, il sait écrire. Il sait écrire. Avec sa batte, avec son marteau, avec son tas américain, il sait écrire. Avec de la tôle, il vous fait ce qu'il veut. Et quand vous êtes gamin, vous êtes ce qu'on appelle un arpète. C'est-à-dire vous êtes un apprenti d'apprenti. Moi, j'étais un gamin et tout ce que j'avais le droit au début, c'était de tenir la lampe, comme ça, la baladeuse, au-dessus de ses mains. Voilà. Et la première chose que je raconte ici, paf, c'est que j'ai pris une baigne parce que quand mon père il me disait quelque chose, j'éclairais son visage. Il me dit, éclaire mes mains, même quand je parle. Et c'est une leçon que j'ai toujours, et dans le livre, je dis, l'action l'emporte sur le commentaire. C'est ma formule pour me souvenir. Et au fur et à mesure, après, j'ai eu le droit de prendre un outil, après, j'ai eu le droit de poncer une aile, après. C'est-à-dire que cette progressivité, c'est-à-dire se dire que les choses s'apprennent et qu'on ne sait pas les faire, et que la main, pour qu'elle soit forte et pour qu'elle dise la douceur, il faut simplement vous rappeler du travail d'un graveur. Vous regardez un graveur. Un graveur, il va de façon extraordinairement subtile graver votre nom dans une plaque de métal. C'est léger, c'est en aronde. Et vous lui serrez la main, cet homme dont vous avez trouvé le trait très doux, il vous broie la main. Parce qu'il a une paluche d'une force extraordinaire. Et que pour graver fin, il faut une paluche très forte. Pour écrire la douceur, il faut une paluche très forte. Et ça se travaille. Daniel Piccoli, 5 ans après Le Chant de personne, vous avez écrit un livre qui était tout à fait inattendu. On ne s'attendait pas à trouver Piccoli pour raconter un roman à la Dumas, avec intrigue, rebondissement, suspense, sur une histoire complètement dingue. 16 octobre 1793, dans sa cellule de la conciergerie, Marie-Antoinette se prépare à mourir. Au dehors, un ultime complot s'est formé. Il ne reste que 12 heures pour sauver la reine. Et là, vous parliez de l'enfance, il y a un enfant, l'enfant Léopard. Beaucoup de travail là-dessus, alors. Là, beaucoup de travail. Et alors, oui, les gens se disent, mais qu'est-ce que Piccoli vient faire dans l'histoire de France? Faut pas exagérer, quand même. Et Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette. Alors, je répondais tout simplement, mais Marie-Antoinette, c'est une copine d'enfance. C'est une copine à moi. Je la connais depuis que je suis petite, vers 8-9 ans. Ma mère achetait du café qui s'appelait du café Mocarex. Et dans le café Mocarex, on avait des figurines en plastique, grandes comme ça, qui étaient des figurines sur tout l'Ancien Régime et la Révolution. C'est-à-dire que j'avais comme copain de jeu, quand j'étais gamin, Marie-Antoinette, Axel de Fersen, Louis XVI, enfin tous les potes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? 40 ans plus tard, j'ai simplement écrit les histoires que je racontais quand j'étais gamin à mes petites sœurs. À mes petites sœurs, je leur racontais toujours la même histoire, d'ailleurs. Elles ne s'en sont pas aperçues pendant des années. Ah ouais. C'est-à-dire que, oui, parce que moi, je suis allé à une université que peu de gens ont pratiqué en matière d'écriture, et c'est un tort, c'est l'université de Nous Deux. Je ne sais pas si vous connaissez ce magazine, Nous Deux. Dans un premier temps, et je vais vous montrer en quoi Nous Deux est une université extraordinaire. Moi, mon premier schéma narratif, c'est-à-dire à un moment où vous intégrez une façon de raconter une histoire avec un mode reproductible, je l'ai appris dans Nous Deux. C'était très simple. Nous Deux, vous lisiez des Nous Deux, moi je lisais des Nous Deux parce que, c'était interdit à mes sœurs. Arrêtez, je vous interdis de lire Nous Deux, disait ma mère. Parfait, ça doit être intéressant, je vais voir. Donc, je lisais des Nous Deux, et qu'est-ce que je trouvais dedans? Toujours la même histoire. Un mec beau et riche qui veut épouser une fille belle mais pauvre.
hein, et au milieu, il y a la belle-mère qui veut lui enfin épouser une riche mais laide. Bon, ça, c'est quasiment... mais c'est nous deux presque à chaque fois. Alors vous dites, ah, nous deux, quand même, ils ont trouvé un truc. Je dis non, pas du tout, ils n'ont rien trouvé, nous deux. Ils ont simplement emprunté le vieux schéma universel de la princesse, le prince, le dragon. Ah oui, il y a un gars qui veut la princesse, mais le dragon, il veut pas. Alors vous allez me dire, c'est un peu simple comme analyse littéraire. Pas du tout. Parce que si vous ramenez la littérature à ce schéma qui consiste à dire quelqu'un désire quelque chose et on veut l'en empêcher, vous pouvez écrire énormément de livres sous toutes ces formes. On peut désirer le pouvoir, on peut désirer quelqu'un, on peut désirer un territoire, on peut désirer. Il est infini le désir. C'est même une de ses caractéristiques. Il est infini. Et donc, ce que vous pouvez désirer... Et le dragon, lui, c'est la contrainte, c'est l'obstacle qu'il va falloir franchir. Et vous pouvez construire mais énormément d'histoires avec ce schéma-là. Après, vous prenez toutes les variantes que vous voulez. Et moi, ça m'amuse parfois quand je lis des romans, parce que j'ai besoin de lire des romans pour mon plaisir ou pour le travail, de repérer nous deux ou les contes de fées. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Il suffit simplement de bien maquiller le désir, de bien maquiller le dragon, et je vous assure que ça passe. Je vous le conseille. C'était le 2e atelier d'écriture que nous fîmes. Voilà. Enfant léopard, prix Renaudot. Oui, l'enfant léopard. Pourquoi cet enfant léopard? Parce que moi, Marie-Antoinette n'est pas seulement ma copine de jeu. Moi, j'étais amoureuse de Marie-Antoinette. J'étais amoureux de Marie-Antoinette quand j'étais gamin. Mais vraiment amoureux. Hein. C'est-à-dire que moi, je considérais que Axel de Fersen, fallait quand même pas exagérer. Hein. Son tour de poitrine aussi, vous parlez beaucoup. Oui, bien sûr, parce que les émois ont leur histoire aussi. C'est-à-dire que Marie-Antoinette, j'avais lu dans un magazine, parce que je lisais Paris Match. J'avais aussi quand même des lectures importantes. Il y avait des photos. Avec des photos, parce qu'il y avait un dentiste qui était dans la rue à côté, qui, à cette époque-là, il n'y avait pas de tri sélectif, ça m'a sauvé. Et ils attachaient leur magazine avec des ficelles et ils les posaient sur le trottoir. Moi, j'essayais d'arriver avant les boueux, on appelait ça les boueux à l'époque. Je me levais le matin très tôt pour arriver avant les boueux, prendre Paris Match et pouvoir monter dans mon cerisier et lire des Paris Match comme ça à la suite avec un peu de décalage. Mais moi, je trouvais ça absolument extraordinaire, quoi. Donc, j'ai lu tout ce qu'on laissait sur le trottoir, je lisais. C'est simple, parce que le matin, je me levais pour ça. Donc, c'était ma bibliothèque à moi, quoi. Donc, je lisais Paris Match. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une fille, une femme, une starlette, comme on disait à l'époque, genre à Cannes. Tu vois. Et cette starlette avait fait un truc que je trouvais sidérant. Elle avait assuré sa poitrine à la Lloyd. Alors, quand on a 10 ans, on trouve ça étrange, quoi. Bon, enfin, et alors on lit l'article, hein, parce que les titres, ça aide à lire. Bon, donc je lis l'article. Et qu'est-ce que je lis dans l'article? Qu'elle avait un tour de poitrine de 106 cm, comme Marie-Antoinette. 106 cm. Moi, tout de suite, je cours dans la boîte à ouvrage de ma mère et je mesure 106 cm par terre. Et moi, instantané. Ah bah oui, non, mais à 10 ans, c'est quelque chose qui paraît strictement inimaginable. Donc, c'est une des origines de mon émoi pour Marie-Antoinette. Après, j'ai creusé la chose, enfin le personnage, j'ai voulu tout savoir. Donc après, mon triangle amoureux, moi, il était simple. J'avais Marie-Antoinette, j'avais Axel de Fersen, et le dragon au milieu, c'était Louis XVI, qui essayait d'empêcher un petit peu qu'il fricote dans son dos. Donc, plus tard, j'ai écrit parce que je me suis dit, moi, je vais sauver Marie-Antoinette. Quand j'étais gosse, moi, je l'aurais sauvée. Je l'aurais enlevée sur le chemin de la guillotine. D'ailleurs, j'avais une grue. Je l'enlevais avec ma grue, Marie-Antoinette. Hop, elle arrivait jamais, elle n'était jamais décapitée avec moi, hein, parce que je l'enlevais avant. Et ce qui est dingue, c'est que des gens, à cette époque-là, ont voulu faire ça, sans la grue. Hein. Ils ont voulu enlever Marie-Antoinette sur le chemin de la guillotine, entre la Conciergerie et ce qui est aujourd'hui, mettons, à la place de la Concorde, à gauche. Et donc, ça s'appelle le complot des perruquiers. Des gars, une bande de pieds nickelés incroyable, dirigée par une vieille femme aveugle, que son gamin rouquin... Bon, ils sont tous fait prendre la veille même de l'exécution et tous guillotinés parce que bien évidemment ils ont été infiltrés par la police. Mais il me dit ça, c'est intéressant. Je vais raconter l'histoire et bien évidemment, comme j'étais le fils caché de Marie-Antoinette, mon boulot, ça a été de trouver un père. Et avec la tête que j'ai, il fallait que je trouve un père noir.
ben, dans l'histoire de France, ma mère vous l'a déjà dit, il y a eu du blanchiment de l'histoire, on n'en trouve pas beaucoup. Donc j'ai dû creuser, mais je vous assure, j'ai dû me creuser. J'ai dit, mais attends, il y a bien un noir quelque part dans l'histoire. Je ne parle pas d'Alexandre Dumas, tout ça, c'était pas l'époque. Et donc je lis tout ce qu'on doit savoir sur Marie-Antoinette. Et qu'est-ce que je vois? Elle avait eu comme maître de musique un certain chevalier de Saint-Georges, mulâtre guadeloupéen. Un noir, enfin. Donc, Marie-Antoinette s'était approchée d'un noir. Pour moi, il suffit qu'elle la touche et puis elle fait. Un compositeur que vous avez rétabli en plus. Oui, c'est un compositeur. Réhabilité. Oui, mais Alain Guédé l'avait fait merveilleusement en même temps. Mais il a fait un très très bon livre, Le Nègre des Lumières, qu'il faut lire et qui raconte l'histoire de ce musicien qui était assez. Vous en parlez dans votre dernier roman, quand même. Oui, parce que c'était un des musiciens les plus importants de son époque et qui a failli être le directeur de l'opéra de Paris, parce que Marie-Antoinette aimait beaucoup. Enfin, les goûts musicaux de Marie-Antoinette, elle était plutôt Gluck. Elle aimait Gluck. Ceux qui écoutaient Gluck, ils vont dire que ça aussi, c'est une perversion comme une autre. Elle avait pas forcément du goût. Mais en tout cas, elle aimait Saint-Georges. Moi, j'ai pensé qu'elle l'aimait plus que sa musique, quoi. Et donc, peut-être, ils avaient fait un petit quelque chose ensemble. Un enfant. Et je me dis, Daniel, s'ils font un enfant, quand ça va naître, ça va se voir. Donc je réétudie bien l'histoire de Marie-Antoinette. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une chose, c'est toutes ces choses-là qui sont extraordinairement romanesques dans l'histoire, qui sont toutes ces interstices, ces petits crevets dans lesquels vous pouvez vous glisser. J'apprends que pour la première fois dans les naissances royales, on a fait évacuer la chambre de la reine. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les naissances se faisaient dans la chambre, au vu et au su de tout le monde. Hein, on raconte le petit ramoneur qui était monté sur l'armoire. On voulait voir, il fallait absolument voir les naissances. C'était un droit depuis toujours, parce qu'il y avait des substitutions d'enfants, enfin des choses de genre là. Donc, elle était envahie de monde pour la voir, elle, mettre au monde ce gosse. Et là, elle manque mourir, elle défaille tellement il fait chaud, tellement elle est étouffée. Donc on fait évacuer la chambre. Formidable pour un romancier. Vous en profitez. Bah oui, si on a fait évacuer la chambre, pourquoi a-t-on fait évacuer la chambre? Oui, parce qu'elle allait mourir. Non, peut-être que la naissance, elle a peut-être mis au monde quelqu'un qu'on n'aurait pas pu voir, on n'aurait pas aimé voir, c'est-à-dire un gosse en couleur, quoi, en gros. Et donc moi je m'infile. Et je vous dis un truc, hein, pareil que je vous dis de l'histoire, personne ne peut me prouver le contraire, hein, parce qu'ils ont tous été virés de la chambre, donc il n'y a pas de témoin. Donc moi, là-dessus, je brode, entre guillemets. Ben, je brode Daniel pas. Piccoli, vous êtes un ensorceleur. Non, mais c'est... Menteur, ensorceleur, romanesque. Ça fait beaucoup de choses. Non, ça s'appelle romancier. c'est tout. Alors, Daniel, moi j'aimerais qu'on parle de La faute d'orthographe, des albums, formidables albums, aux éditions Webec, qu'il faudrait avoir sur toutes les tables, notamment quand on a des petits-enfants, parce que c'est quelque chose qui a complètement disparu de notre enseignement. Mais le début de La faute d'orthographe, d'ailleurs que vous avez mis en scène, et on comprend pourquoi, vous appelez ça « Pièce en un acte ». Une salle de classe d'école primaire dans les années 50. Je rappelle que Daniel Piccoli est né en 1948. Sur le tableau noir, une date, 22 septembre 1958. L'auteur est debout sur le bureau, les mains sur la tête, un cahier accroché autour du cou, il est puni. 26 fautes 3/4 à la dictée, et une phrase terrible du remplaçant de M. Brûlé, de votre instituteur. Pour faire autant de fautes, il faut être bête à manger du foin. Daniel Piccoli a 10 ans, vous imaginez, quand il entend ça, réaction de Daniel, je vais tuer mon instituteur, j'ai 10 ans. Et là, suit, tout au long de ce court texte, que je vous conseille de vous procurer si vous ne l'avez pas lu, des digressions sur la faute d'orthographe, sur le métier de cancre. On peut être cancre en classe, mais le plus important, c'est d'être roi du football à la récré, que cancre a des atouts, et vous m'expliquerez à quel moment vous avez été arrêté d'être cancre et vous avez fait une carrière d'enseignement. C'est une réflexion sur le style, sur la langue, sur le pouvoir, sur la diabolisation des fautes d'orthographe. Et je voudrais savoir, vous avez dû avoir beaucoup de plaisir à écrire ça, ce que aujourd'hui, avec tous les débats sur l'enseignement, on est dans un lieu aujourd'hui où on peut en parler, comment vous réagissez, vous, avec vos enfants? Quelle est votre philosophie après avoir écrit ce petit pamphlet magnifique que vous avez joué au théâtre plus de 200 fois? Quel est l'enseignement que vous aimeriez avoir aujourd'hui sur l'orthographe? Alors, je dirais tout de suite bienveillance.
C'est-à-dire que l'histoire de ce livre, c'est surtout l'histoire d'un gamin, moi, qui a un instituteur absolument merveilleux, extraordinaire et qui m'a sauvé la vie. Et je le raconte dans Le Chant de personne. Et j'ai un remplaçant. Et face à la même chose, à la même caractéristique, au même élève, Monsieur Brûlé était bienveillant à l'égard de mes fautes d'orthographe. Je suis un dysorthographique profond, les 26 fautes 3/4 étant une performance quasi secondaire dans mon palmarès. Je pense avoir fait mieux même. Monsieur Brûlé essayait de me motiver à ne plus faire de fautes d'orthographe simplement avec une formule. Parce que j'étais très très bon en rédaction, très bon. Mais moi j'avais 2 notes. J'avais la note de la rédaction, moins temps pour l'orthographe. Donc il mettait ça, et il me disait, justement pour me motiver, il me dit, tes histoires elles sont belles, mais elles disparaissent sous les fautes d'orthographe. Et ça a beaucoup tourné dans ma tête, et c'est le seul élément qui a pu me donner envie de faire moins de fautes, pour qu'on voit mieux mes histoires. Et un jour, donc, j'ai un remplaçant. Et un remplaçant, Monsieur Brûlé, va ou en stage, ou bien il est malade, et un remplaçant arrive. Et lui, tout à coup, ses fautes d'orthographe, il en fait un objet d'humiliation. C'est-à-dire que dans cette dictée-là, où effectivement j'avais commencé un peu fort parce que j'avais mis un H orthographe, ce qui valait déjà 1-0, j'avais commencé comme ça un peu, et les 26 fautes 3/4. Et lui me met debout sur le bureau qui est dicté, enfin, humiliation. Il veut m'humilier devant la classe. Et en plus, il prononce cette phrase, pour faire autant de fautes d'orthographe, il faut être bête à manger du foin. Cet homme oublie une chose, que parfois, quand on est enseignant, on oublie et qu'il est bon de rappeler. C'est qu'on n'a pas devant nous des bébés éprouvettes. Ils ont une père, une mère, ils ont une famille, ils ont une histoire. Cet homme ne savait pas qu'en disant qu'il faut être bête à manger du foin, il était en train de dire que ma mère était bête. Parce que ma mère était dysorthographique. Elle a fait 13 enfants. Elle a passé peu de temps dans le Becherel, ma mère. Très peu. Très peu. Elle était assez occupée. Elle était assez occupée. Donc Becherel, elle ne connaît pas trop. Ma mère, des courses, voilà. C'est assez romanesque. Oui, c'est complètement romanesque. C'est-à-dire que moi, je dis dans ce livre, et c'est la réalité absolue, ma mère faisait des fautes, c'était fou. C'est-à-dire que moi, je dis, nous, on est restés en bonne santé parce qu'on ne voulait absolument pas que ma mère nous fasse un mot d'excuse. Mais les gens n'auraient même pas compris la maladie dont elle parlait, quoi. C'est-à-dire que, donc, nous, on doit notre santé extraordinaire dans cette famille, simplement à ça. Moi, je ne pouvais pas imaginer que j'allais donner un mot au maître. Ça aurait été une catastrophe. C'était la même chose avec les courses. Les courses, parce qu'à l'époque, on faisait une liste de courses, et on donnait ça à l'épicier qui allait chercher ces trucs. Et j'ai eu une fois un épicier qui était l'équivalent de mon remplaçant, qui a vu ça, il fait c'est quoi ce torchon là, c'est quoi ce charabia, tu diras à ta mère qu'on ne vend pas ce genre de produit en France. Parce que ma mère, quand elle écrivait poireau, c'est avec un O quoi, à la fin. Ce qui est joli, fait italien. Et ce qu'avait très bien compris l'autre épicier, parce que j'ai apporté ma liste de courses à l'autre épicier. Oh, il a fait ça. Oh, les jolis petits poireaux avec un O à fin, certainement des poireaux italiens. Ça tombe bien, j'en ai, il m'en a donné. C'est-à-dire que, quand je dis bienveillance, ça veut dire qu'il n'existe pas objectivement de faute, ou objectivement, il y a la façon dont on la perçoit et la façon dont on veut l'utiliser contre l'humiliation. Alors ça, c'est quelque chose de déterminant dans l'enseignement. Vous avez, quand vous êtes enseignant, ou même dans la vie intellectuelle, dans la vie sentimentale, pour moi, il n'y a pas 36 types de gens. Ma mère avait une philosophie simple, que je vais après un petit peu compliquer. Ma mère disait, c'est la vie, il y a 2 genres de gens, ceux avec qui tu as envie de boire un coup et les autres. Ma mère était une grande philosophe. Bon. Mais pour l'enseignement et pour la culture et pour tout ce qui nous fait aller un petit peu plus vite, j'ai une notion, et c'est la notion qui m'intéresse quand je parle de mes maîtres, c'est la notion de lièvre. Moi, je suis un gars qui a fait du sport, je voulais être champion du monde de plein de trucs, et quand on fait du sport, tout le monde le sait, si vous faites un 1500 mètres, un 5000 mètres ou un 10 000 mètres, personne, il n'y a aucun homme au monde qui peut battre un record du monde tout seul. Et il lui faut, pendant une partie de sa course, un lièvre. Quelqu'un qui court devant lui pour qu'il aille plus vite. C'est ainsi, c'est la nature humaine et c'est très intéressant de le savoir parce que ça s'applique à beaucoup de domaines. On a besoin de quelqu'un devant nous pour aller au-delà de ce qu'on serait capable de faire seul. Je trouve que c'est une très belle leçon. Et dans la vie, là aussi, les choses sont relativement simples. Vous avez des vrais lièvres, c'est-à-dire les gens qui courent devant vous 80 cm devant vous et ils vous entraînent. Parce que c'est comme ça. Dans la course à pied, si vous êtes 80 cm devant, vous entraînez celui qui est derrière vous. Et il y a d'autres types de lièvres. Ceux qui courent 1,20 m devant vous, pour vous larguer. Parce que ceux-là, ils vous larguent. Exactement. Et à
à 20 cm près, et c'est pour ça que les lièvres sont payés si cher dans la course à pied, à quelques centimètres près, vous êtes du côté de ceux qui entraînent ou du côté de ceux qui larguent. Et ce qui est intéressant dans la vie, c'est d'écouter le bruit que ça fait. Il faut toujours s'imaginer qu'on est en train de courir en peloton, et vous avez devant vous la personne qui est à 80 cm et qui court devant vous, puis qui écoute votre souffle pour savoir s'il ne va pas trop vite, s'il n'est pas en train justement de vous mettre en difficulté. La personne attentive, bienveillante. Et vous avez celui qui est un petit peu devant et qui écoute avec plaisir le fait que vous soyez essoufflé, que vous râliez, que vous peignez. Ça lui fait du bien. Et ça existe dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous avez des fois des gens qui écrivent, vous vous dites, mais pourquoi il veut absolument qu'on ne comprenne pas ce qu'il fait ? Ou inversement, des gens qui écrivent, mais eux, ils ne sont même pas à côté de vous, en train de vous dire, ça va, ouais, j'espère que tu souffres bien, tout ça. Non, ils sont derrière vous, et ils vous regardent peiner, et ils espèrent que vous allez ralentir pour vous mettre à leur niveau. Et il n'y a pas... Moi, ce que j'aime, effectivement, dans tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement, c'est la transposition. C'est surtout bien comprendre qu'on n'apprend pas toutes les choses de la vie dans les livres ou même dans la vie. L'important, c'est de savoir comment, en faisant du sport, on apprend autant, justement, sur la notion de lièvre que si on étudiait des études et écrit des essais sur le sujet. Les deux modes sont bons à partir du moment où vous les intégrez, les comprenez et si vous êtes capable après de les répercuter. C'est ça que j'aime aussi dans la culture que j'ai, c'est dans la non-culture que j'ai, parce que j'ai pas une culture classique, j'ai pas lu de bouquins. Moi, je le raconte dans le livre. Moi, quand je lisais des livres de poche quand j'étais gamin, je lisais parce que c'était pas cher, parce qu'on pouvait les échanger. Vous vouliez les lire en prenant les numéros. Oui, moi je croyais qu'il fallait les lire dans l'ordre de numéros. J'ai cherché Königsmarck. Heureusement qu'il y a eu Vipère au point. Ah, oui, mais moi je vous coupe la parole parce qu'on va jamais y arriver. Oui, bah, c'est vrai. Il y a un passage que je trouve, j'aimerais quand même savoir. Je vais le lire, et ce qui va vous reposer un petit peu la voix. Je vais le lire et vous me direz quand même. Enfin, j'ai une question à la fin. C'est évidemment, ce jeune Daniel veut séduire une jeune fille, plutôt jolie, plutôt des beaux quartiers, qui lit Proust dans la cour de récréation. Et évidemment, pour la séduire, il se dit, je vais peut-être lire Proust. Il voudrait devenir Marcel Proust. Il voudrait donc devenir Marcel Proust, être né en 1871, mort en 1922, avoir un père professeur de médecine, une mère juive, n'avoir qu'un frère, être asthmatique, mesurer 1m68, s'inscrire en droit, avoir une licence de lettres, être homosexuel, snob, stop, c'était désespérant. Je n'avais rien de Proust. Je ne serais jamais Proust. J'étais déprimé. Ça n'a pas duré, ça ne dure jamais chez moi. Sur une autre feuille, j'ai écrit « Liste de tout ce que Proust doit faire pour être moi. Être né en 1948, ne pas être mort, avoir un père chaudronnier, une mère morvandiote, 12 sœurs et frères, être en bonne santé, mesurer 1m85, dès la première question, aller au collège Joliot-Curie, s'inscrire au FC d'Orly, avoir une licence cadet, aimer les filles, être un prolo. Stop, c'était désespérant. Proust n'avait rien de moi. Ça, c'est vrai. Il était déprimé et ça durait chez lui. C'est la suite du texte. Ça, oui. C'est romanesque, c'est pas vrai. Ah, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai parce que, et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup, c'est cette envie un jour d'être quelqu'un d'autre. D'être Chateaubriand, c'est arrivé à Victor Hugo, c'est arrivé à Flaubert, tout ça. Des gens veulent être quelqu'un d'autre parce qu'ils aiment ce qu'ils ont produit, parce qu'ils aiment le style, parce qu'ils aiment leur degré d'accomplissement. Et personne ne se dit, parce qu'il n'a pas fait de matérialisme historique, que si la personne en question a produit ça, c'est le produit de son histoire. C'est le produit de son histoire. Et que pour écrire ça, il faut avoir été tout ce qui précède. Il faut être tout ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être Proust si vous n'êtes pas homosexuel, asthmatique. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être Proust. Et vous ne pouvez pas tremper des biscottes qui un jour deviendront des madeleines, parce que ça, c'est un malin, Proust. Et ouais, c'est un malin, parce que ça, c'est la réalité historique. Nous, on dit des fois... C'est votre père qui vous a raconté. Bah oui, bien sûr. Non, mais c'est tout à fait vrai. Non, pas du tout. Non, c'est quelqu'un qui a le sens du romanesque. C'est pas un détail, ça. C'est-à-dire que vous avez un souvenir d'enfance avec une biscotte, et vous sentez qu'avec ça, vous ne pouvez rien en faire d'universel. Moi, je trouve que c'est formidable. Et il transforme ça en madeleine. C'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire, surtout qu'il y a des madeleines marque Proust maintenant. Voilà.
Non, mais ça, c'est ce sens du romanesque, c'est-à-dire c'est le sens de la mise à disposition des autres de quelque chose qui est simplement anecdotique, qui est notre vie. Notre vie est un ensemble, un conglomérat de choses anecdotiques. Et qu'est-ce qui fait qu'on en fait quelque chose? C'est cette capacité à le transformer en fable et à le mettre à la disposition des autres pour qu'ils se reconnaissent dedans. Et c'est ça le boulot. Et moi, j'adore quand des gens... Et pour le fait de vouloir être quelqu'un, c'est quelque chose qu'il faut arrêter le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et donc, moi, c'est vrai, moi, je croyais que c'était simple. Hein, pour être Proust, il faut faire ça, ça, ça. Comme il y a des gosses aujourd'hui, pour être Messi, il faut essayer ça. Maintenant, il faut être déjà traité pour le nanisme, venir d'Argentine. Ça fait beaucoup de conditions. Pour être Messi, c'est compliqué. Bon, donc, si on a bien intégré ça, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas déprimé du tout. Puisqu'on en conclut une chose, c'est que personne au monde ne pourra écrire ce que j'ai vécu, ce que je ressens, ce que je veux être. C'est-à-dire, on est après une constatation comme ça, devant le truc le plus désespérant et le plus somptueux du monde, c'est qu'on est unique. C'est dingue, mais on est unique. C'est quand même assez remarquable d'en avoir conscience le plus tôt possible, et en même temps, c'est un fardeau considérable, parce que ça veut dire que tout ce que l'on ne fera pas de nous, personne ne pourra le faire, et ça disparaîtra. C'est-à-dire que si moi, je ne raconte pas l'histoire de mes parents, jamais vous la connaîtrez. D'abord, je ne serai pas là, et jamais vous la connaîtrez, et jamais ces gens ne sauront connus mon histoire, mon milieu, ce qui m'est arrivé. Parce que personne d'entre vous, et c'est normal, ne pourra écrire mon histoire, tout comme je suis incapable d'écrire la vôtre. Beaucoup de gens viennent et disent j'ai une histoire, j'ai une vie incroyable, est-ce que vous pourriez l'écrire? Non, non, sauf à faire le nègre. Pour un mulâtre, quand même, c'est... Hein. Alors, je redescends déjà dans la chromatologie. Daniel, Monsieur Brûlé un jour vous punit et Monsieur Maurice me fait un signe qu'il faudrait arrêter. Oui, le picouli, il faut l'arrêter de parler, je vous préviens. C'est ça ouais. Oui, d'accord, bon, très bien. Donc ça, alors, brièvement, Monsieur Brûlé vous punit, on va passer l'épisode, et vous êtes enfermé dans un cabinet où on aimerait tous avoir été enfermés, puisque vous êtes dans le cabinet, rappelez-vous, 1958, an de grâce, Daniel a 10 ans, mais ça s'est arrêté en 69, dont certains dans la salle doivent avoir ses souvenirs, de grandes planches, Vidal de la Blache, de géographie, d'histoire, de leçons d'observation, la reproduction du tétard et de la grenouille. Moi, j'ai fait faire ça à mon petit-fils l'été dernier, c'était génial. Il n'a pas demandé de bande de dessin animé ce matin-là. Et donc, voilà comment Daniel Picouli écrit l'histoire, l'imaginaire des planches qu'il a devant lui. Là, je vais citer quelques lignes sur la Renaissance. Alors vous dites, on va se faire les châteaux de la Loire, parce que c'est les sorties nature et tout. Les châteaux, ce n'est jamais que des cabanes pour les grands. Et il était grand, François Ier, 1,98 m, plus que d'une toise, un géant pour son temps. Il fallait l'être. Hein. Quand on a comme copain de jeu Charles Quint, empereur mastodonte d'Allemagne, Henri VIII, un colosse, sorte de barbe bleue qui coupait la tête de sa femme du jour pour en prendre une autre. François Ier, Henri VIII, Charles Quint, c'est le tiercé gagnant de l'époque. Un tiercé difficile à toucher dans l'ordre, tant s'ils s'alliaient, se trahissaient à tour de rôle. Drôle d'époque, la Renaissance. Drôle de nom pour une époque. Oui, voilà le ton de ces livres sur la géographie, la leçon d'observation, sur l'école des filles et l'école des garçons, où vous passez pas mal de temps à essayer de voir au-dessus du mur les filles qui sont dans la cour d'à côté. Pourquoi vous avez voulu ressortir ces albums avec ce texte-là? Moi, je trouve ça étonnant, éducatif et jubilatoire. D'abord, effectivement, ça part d'un souvenir réel. J'étais régulièrement puni, j'allais au piquet, et je trouvais ça formidable, le piquet, parce qu'on était puni près des cartes, justement, de ces planches de géographie qui étaient affichées. Et j'ai été puni pendant très longtemps, plusieurs fois, et je pense que j'ai fait des choses pour être puni là, devant la carte de l'Afrique. Et je creusais un trou dans la carte à la hauteur de Gorée, parce que c'était là, on m'avait raconté que c'était là qu'on mettait les esclaves avant de les envoyer en Afrique. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Donc moi j'avais fait un trou là pour faire échapper les esclaves. Donc ils passaient de l'autre côté de la carte, quoi. Voilà les esclaves. Bon, on a 10 ans et ça marche. Donc c'est les cartes d'histoire, et ce qui est là, ce petit passage sur l'histoire. Bon, aujourd'hui, tous les jeunes qui ont vu les séries comme Les Tudors ou Wolf Hall, voilà, savent toutes ces histoires-là avec Henri VIII, François Ier. Voilà. Bon, c'est des histoires absolument extraordinaires, mais c'est surtout des histoires
Et moi, j'étais passionné par l'histoire. Quand j'étais gamin, on pouvait me tenir. C'était ces moments où je restais affreusement calme et attentif. Et j'ai une fille. Elle est aujourd'hui, cette année, entrée à l'université, donc elle a 18 ans. Et je lui ai fait réviser l'histoire. J'étais effondré de voir que, elle me disait, mais papa, c'est chiant l'histoire. C'est chiant. Je ne comprenais pas comment on pouvait oser me dire ça. Et après, j'ai pris ses livres. Et j'ai fait réciter ses leçons. Et moi aussi, j'ai trouvé ça chiant. Hein? Et j'ai compris. La géographie, Daniel. La géographie. C'est-à-dire que bon, voilà, on avait perdu tous les repères. Je ne sais pas ce qu'on a mis à la place de tout ça. J'ai toujours pas compris cette nécessité, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment on est petit. Il y a un moment on rêve. À un moment on a besoin de héros. Et c'est pas parce que on nous a dit que Bonaparte avait traversé le pont d'Arcole qu'on va toujours le croire jusqu'à la fin. Non, il l'a pas fait. Bon, d'accord, ok. On va l'apprendre un jour. Et puis devant le tableau de David, on sait bien que sa mère était pas là. Tout ça, après on le sait. Et ça nous empêche pas, mais le moment où on a rêvé là-dessus, c'est une énergie qu'on a accumulée et qui nous a servi à quelque chose. Il y a un temps pour avoir la sophistication des choses. Ça viendra, et on en sera d'autant plus attentif qu'on a appris quelque chose d'autre avant. Bon, moi, c'est ce qui me sidère dans la façon d'apprendre l'histoire aujourd'hui. La géographie, c'était tout simplement que quand on était gosse avec mon pote, on voulait quitter notre famille. On voulait se sauver, on voulait fuguer. On avait lu le Tour de France par deux enfants, de Bruno. Ces mômes-là avaient le droit de traverser toute la France, pourquoi pas nous? Donc nous, on a préparé notre départ, on allait quitter notre famille, on a fait des lettres déchirantes pour dire qu'on allait partir vivre notre vie, 10 ans. Donc, il était temps de vivre sa vie. Et donc, il fallait se renseigner sur tout cet itinéraire. Et c'est comme ça qu'on a appris la géographie en voulant fuguer. Donc, ce livre sur la géographie, c'est le désir de fugue mis en planche, si je puis dire. Et c'est l'histoire de ces deux gosses. Et à chaque fois, il y a une histoire de ce type-là. La science naturelle, c'est parce que moi, j'adorais, quand j'étais gamin, les sorties nature. Les sorties nature, c'était la preuve évidente que ce qu'on nous apprenait à l'école, ça existait aussi en dehors. C'est-à-dire que les plantes, les animaux, les têtards et tout ça, ça existait. Et puis pour la première fois, on voyait nos institutrices en pantalon, parce qu'on prenait le car et qu'on allait pique-niquer, comme vous tout à l'heure, et que c'était une façon, c'était le premier moment d'humanisation de nos maîtres sans la désacralisation. Ils étaient humains, ils portaient des pantalons et ils s'asseyaient dans l'herbe et puis ils mangeaient avec leurs doigts le poulet froid. Et je vous assure que c'est quelque chose, c'est une révélation et c'est quelque chose d'extrêmement important quand on a 10 ans. Donc voilà, c'est pour ça, à chaque fois, j'ai une raison. Alors, quant à l'école des filles, effectivement, je suis de cette époque-là, eu égard à mon âge, où il y avait un mur qui séparait l'école des filles et des garçons. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de voir de l'autre côté ce qui était cette engeance étrange qui faisait des bruits aigus. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les jeunes filles des autres. Ça n'a rien à voir. Vos sœurs, c'est vos sœurs et ça reste vos sœurs toute la vie. Sauf, voilà. Donc, non, c'était un autre mystère. Des jeunes filles qui sautent à la corde, comme ça, qui jouent à la marelle, qui crient, cette espèce de suraigu qu'il y avait de l'autre côté du mur. Ça nous a pris quoi? Une chose, et qui est dommage, a disparu, le désir. Être obligé de regarder de l'autre côté du mur, de rêver à quelque chose qui était ces jeunes femmes. Et je pense que ce mur est à l'origine de mon désir universel que vous avez fait remarquer tout à l'heure en parlant des femmes. Voilà. Bien. Daniel, juste un mot, parce que M. Maurice est en train de me faire des signes désespérés en haut de l'amphi, au dernier rang. Ce livre-là, le dernier que vous venez de décrire, Le cri muet de l'iguane, il est dans la lignée de tous les autres parce qu'il y a évidemment du romanesque, et encore plus, parce que les rebondissements sont à chaque page. Il y a votre famille, vous n'avez pas connu votre grand-père, il a aussi des rides sur le front. Hein. Il y a sa photo sur le rabat, très belle photo sépia, photographiée dans les années 20. Tout le monde l'appelait 3J, il y a 3 prénoms, Jean, Jules, Joseph. Ça, c'est vrai. Mais alors après, où est le vrai dans ce roman? Moi, je refuse à comprendre et à trouver. Enfin, pas à comprendre, je refuse à vouloir voir le vrai. Parce que le premier chapitre est magnifique. C'est l'histoire de ces Antillais qui ont été engagés dans la guerre 14, qui sont arrivés à Saint-Nazaire, qui ont gagné la guerre, et on est sûr que Jean, Jules, Joseph est de ceux-là. Il rencontre une femme, infirmière, qui a des gestes, d'ailleurs, c'est ça, vous avez dû inventer ça, des gestes un petit peu sympathiques quand on est malade, sous les draps. Et
Et puis patatras, le deuxième chapitre, ça n'a rien à voir. On s'aperçoit que là, il y a eu un mensonge, il y a eu un secret, que l'auteur Daniel Piccoli a trouvé un carnet secret avec un agenda qui nous donne une autre vérité sur Jean-Jules Joseph. Et ça n'arrête pas pendant ces 300 pages. Moi, je dis bravo, Daniel Piccoli. C'est un de vos plus beaux romans, à la fois le plus riche sur l'histoire des Antilles et l'histoire de ses familles. Et puis, on est dans le romanesque échevelé. Ça m'embête de dire du bien comme ça devant vous. Oui, mais je ne voudrais pas embêter, parce que là, si vous me faites partir sur ce roman-là, on va pique-niquer ici. Hein, moi, c'est qui ne me gêne pas, d'ailleurs. Non, juste l'idée courte, c'est, je disais, j'ai été nourri de mythologie, d'histoires racontées par ma mère, qui m'ont gorgé de cette fierté des ancêtres et de mes origines. Et donc, j'ai voulu l'écrire, tout simplement, et en faire un roman que vous auriez adoré sur cette famille, et particulièrement sur ce grand-père, Jean-Jules Joseph. Et tout simplement, après, j'ai vérifié des détails. Et une historienne, parce qu'il faut toujours en venir quand même à l'histoire, m'a envoyé un mail de 2 lignes pour me dire « Désolé, votre grand-père n'a pas fait la guerre ». Bon, c'est fâcheux, ça peut crisper sur le moment, ça peut décevoir et tout ça, et au contraire, parce que là il y a quelque chose à laquelle il faut faire confiance. C'est l'énergie que vous a donné quelqu'un. Ce qui vous a donné cette énergie-là, elle ne peut pas être trahie parce qu'elle est d'un autre métal que de la vérité. Moi, ce qu'il a produit en moi, je lui dois. Et je lui devais de retrouver son histoire et d'en faire une histoire encore plus somptueuse à la fin qu'au début. C'est exactement ce qui arrive. Parce qu'il s'agit là, tout simplement, bêtement, du combat entre l'histoire et le roman. Et on est tous fabriqués d'un roman, plus que d'une histoire, d'un roman familial. Un roman familial que parfois on explore, on en fait l'inventaire, on a un droit d'inventaire dans son roman familial, mais parfois, on n'ose pas parce qu'on craint l'histoire plus que le roman. Moi, je suis fabriqué du roman et j'ai du respect pour le roman. Je respecte le roman. Et à partir de là, l'histoire, j'essaie de la mettre à ma main. C'est-à-dire que quand c'est arrivé, ce petit mail, je me suis dit maintenant, c'est une affaire entre elle et moi, entre l'histoire et le roman. C'est un duel au soleil. On verra bien qui va l'emporter. Et j'ai une formule qui dit, les histoires de famille, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la famille. Et je n'accepterai aucune considération venant essayer de désagréger mon roman familial. Donc il est bien évident que j'ai été fabriqué de ce roman, que je suis toujours étonné qu'on procède à cette désagrégation au nom de la vérité, parce qu'elle n'est jamais que temporaire, cette vérité. Donc moi, à la fin, je suis désolé qu'on se pose la question de savoir si c'est vrai ou pas. Vous ne pourrez pas, comme d'habitude, parce que c'est mon travail que de vous laisser dans cette indécision. Et à la fin, ce que je veux, c'est que vous ayez pris plaisir et que vous disiez en rentrant, moi aussi j'ai un roman extraordinaire à raconter. Moi aussi il y a peut-être des zones plus ou moins bien éclairées, mais moi aussi je suis fait. Absolument, ayons du respect pour ce qui nous a fabriqué d'une manière ou d'une autre et faisons-le vivre surtout. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous ne raconterez pas, personne d'autre ne le racontera. Et c'est dommage. Je vais rappeler les livres qui m'ont permis à préparer cet entretien. Le chant de personne, qui est paru au livre de poche, L'enfant léopard, Le cœur à la craie, La nuit de Lampedusa, La faute d'orthographe, au format du livre de poche, les magnifiques albums aux éditions Webec, Histoire, Géographie, Leçons d'observation et L'école des filles et des garçons, et puis Le cri muet de l'iguane, qui vient de paraître chez Albin Michel. Vous pouvez retrouver Daniel juste à la sortie de l'amphithéâtre, il peut dédicacer des livres. Merci Daniel Piccoli. Merci à vous. C'était formidable.